Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau portrait du serein. Vous l'avez compris, ce qui me tient à cœur dans les diverses rencontres que je mène, c'est l'humain. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi tout ce qui nous entoure. Comprenez la nature environnante, celle qui nous émeut, mais aussi celle que l'on ne remarque même plus. Dans les Hautes-Pyrénées, il existe un nombre inquantifiable de naturalistes. Mais certains se sont, regroupés pour mieux exister et surtout pour mieux être entendus. Notre terre-mère mérite que l'on s'attarde sur elle et qu'on la comprenne. C'est là tout le travail passionnant des bénévoles du comité local de nature en Occitanie. Pour m'expliquer leur démarche, j'ai rencontré Rodolphe, investi depuis le début dans cette association. Le rendez-vous est posé à Bagnères de Bigorre, ville de leur QG, un samedi matin, jour de marché. Je m'appelle Rodolphe Godin, je suis un naturaliste investi auprès de Nature en Occitanie, qui est le nom de l'association dont tu parles, qui a créé un comité local dans les Hautes-Pyrénées, qui s'appelle le comité local 65, et qui est basé à Bagnères de Bigorre. Avant la sortie inventaire prévue l'après-midi même, on se cale à la médiathèque. Ce sera toujours plus calme que dehors. Assis autour d'une grande table ronde, entouré de livres et de regards étonnés des lecteurs bagnérés, je sors mes notes pour ne rien oublier. Mais Rodolphe connaît bien son sujet, et j'écoute plus que je ne questionne sur la métamorphose de l'association Néo au fil du temps, de Nervure en Imago. Que fait Nature en Occitanie ? C'est une association d'études et de protection de la nature. C'est important l'étude parce que ça veut dire qu'on essaie d'être sachant sur ce qui est à protéger. L'objet, c'est la protection de la nature. Et après, on a plusieurs moyens d'atteindre cet objectif. Et le premier d'entre eux, c'est la connaissance. C'est acquérir les connaissances. Donc c'est des inventaires, explorer le territoire, suivre des espèces particulières, notamment les rapaces, et d'autres choses, faire des atlas, bref. En tout cas, inventorier, identifier, apporter cette connaissance à tout le monde. Et puis, une fois qu'on a cette connaissance, un deuxième moyen d'action, c'est de sensibiliser les gens à la beauté de la nature. C'est ça qu'on dit. Plus elle est belle, plus on est émerveillé, plus on a envie de la protéger. Donc c'est ce deuxième mode d'action qui est la sensibilisation. Et là, on s'adresse au grand public, un peu aux scolaires, même si c'est plutôt la vocation du CPIE que la nôtre, mais on s'adresse aussi aux scolaires. Et puis surtout aux élus, aux acteurs du territoire, pour, les amener à prendre en compte l'existence de cette biodiversité, c'est les termes consacrés aujourd'hui, dans leurs aménagements et en tout cas dans les politiques publiques. On a un troisième mode d'action qui est la gestion des espaces. On est soit propriétaire, soit gestionnaire indirect de différents espaces, notamment des zones humides, des espaces de forêt, qu'on acquiert ou qu'on gère pour restaurer ou assurer la pérennité de leur existence, de ces espaces patrimoniaux d'intérêt, où on a une expertise, notamment en zone humide et forêt. Et la dernière, c'est la veille. Veiller, c'est veiller sur les évolutions réglementaires, veiller sur les destructions, alerter sur ces destructions, veiller sur les projets qui sont en cours et s'assurer qu'ils intègrent bien cette dimension de la protection de la nature. Donc ça inclut la représentation des intérêts de la nature dans les commissions locales, les commissions départementales et même régionales. Et donc cette activité de veille, elle peut aller jusqu'à l'action en justice, quand on le décide. Voilà. Et quand c'est justifié. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. Il y a un dossier très récent qui est le dossier de la 69. On est partie prenante dans les actions judiciaires. Ça arrive très souvent sur des destructions de rapaces protégés, par exemple, où on se porte partie civile. Ça arrive également sur des développements de projets photovoltaïques qui ne respectent pas un minimum de règles qu'on trouverait judicieuses. Ça peut être très varié dans ce domaine. L'association, c'est 1000 adhérents à peu près et une trentaine de salariés. Dans Nature en Occitanie. Dans Nature en Occitanie. Et au niveau du comité local 65, c'est à peu près 80 adhérents. On est la plus grosse structure à proportion de la population du territoire. Et il y a 4 salariés qui sont basés ici. D'accord. Très mignonne, du coup. Donc ça, c'est potentiellement François. L'AXO existe depuis 1969 et ce qui se passe, c'est que on a vécu une crise, on va dire une crise structurelle, une crise d'adolescence, on va dire, et on est passé à un système collégial, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 15 administrateurs qui sont co-responsables, qui sont co-présidents, et on a
réparti l'ensemble de l'activité de l'association selon des pôles, qu'on appelle les pôles d'activité. Il y en a 6. Il y a 2 administrateurs référents pour chacun de ces pôles. Et à partir de là, en fait, on se répartit les charges de travail. On se réunit tous les mois en plénière pour, je dirais, quand même administrer collectivement et prendre des décisions sur la stratégie générale, etc. Ça répartit mieux et puis ça oblige chacun. Pour nos interlocuteurs, nos partenaires, les autres structures associatives, voilà, c'est un peu différent parce qu'elles vont s'adresser à des administrateurs qui sont référents sur des thématiques données et pas à un président qui est porteur de l'ensemble. L'autre fois, j'ai fait tout. Oui, c'est vrai. J'ai tout fait. L'autre fois, j'ai dit, moi, je ne saisis rien, pas motivé. Moi, je suis arrivé de Bretagne en 97, le 2 janvier 97, on s'est installé ici. Et puis j'ai cherché, j'étais déjà à Bretagne Vivante SEPNB, militant à l'époque en Bretagne. Et puis j'arrive ici, je cherche des naturalistes, des gens qui militent. Et puis je trouve personne en fait. Si, alors j'ai trouvé un petit groupuscule de la Cepenso, mais qui était finissant. La personne, la présidente là, arrêtait. Il y avait vraiment, et c'était pas des naturalistes. Voilà, donc vraiment j'étais un peu désappointé. Et puis du coup j'ai cherché. Alors j'ai trouvé un groupe d'études lié à l'ALPO dans les Pyrénées-Occidentales, mais ils se réunissaient à la MJC du Laos à Pau. Alors tous les mois, là, je faisais mes 45 minutes de voiture, on finissait à pas d'heure, et puis c'est là-bas, en fait, ils m'ont dit, mais si, en fait, il y a des naturalistes dans les Hautes-Pyrénées, tu crois quoi avec un tel espace, forcément, il y en a, donc ils m'ont filé les numéros, et je suis rentré en contact avec des groupes informels, en fait, de gens qui observaient. Alors, je me souviens, la première réunion, on s'est réunis à Tarbes, et alors, c'était dans le fond d'une bibliothèque, d'une librairie ésotérique. Et la première réunion, on était dans une petite salle au fond de la librairie, sans fenêtre, sans rien. On était 6. Et les 2 qui nous accueillaient, qui tenaient la librairie, en fait, ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient, quoi. Alors là, je me suis dit, super. Bon, puis de fil en aiguille, avec ce groupe de naturalistes qui sont devenus des amis, en fait, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin de se structurer, s'organiser quand même pour mener des actions. Et puis, donc, on avait 3 choix. Soit on crée une association, soit on s'affiliait à une structure plus grande, donc comme la LPO, puisque c'était beaucoup des ornithos quand même. Et puis il y avait aussi Nature Midi-Pyrénées. Et puis une des naturalistes, la Amie, elle avait été salariée de Nature Midi-Pyrénées dans ses tout débuts. Nature Midi-Pyrénées qui est devenue Nature Occitanie. Et du coup on a dit on va ouvrir les statuts. Donc on s'est rapproché d'eux, de Nature Midi-Pyrénées, et on a dit mais on aimerait créer des statuts pour autoriser l'existence de comités territoriaux. Et donc on a été le premier au début des années 2000. Les statuts ont permis la création de ces comités locaux, donc on a une adresse, on a pu recruter, mais tout est rattaché bien sûr à Nature en Occitanie, mais on a une existence légale avec une adresse, et donc 3 salariés qui sont rattachés ici, qui sont basés ici, et on a développé les activités de manière très intense. Le comité local a grossi, il s'est structuré, avec des salariés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont des experts, en l'occurrence batraciens, reptiles, forêt, animation, il y a pas mal de choses. Tu parles d'activités. Les activités, qu'est-ce que ça va être du coup ? C'est des bénévoles ou des gens qui adhèrent et qui veulent participer avec vous à des comptages, à des recensements ? Oui, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui sont de passage, qui sont heureux de trouver une association d'études et naturalistes, et donc ils nous rejoignent. Alors, ils restent forcément, quand ils ont fini les études, on les voit partir, mais globalement, on a quand même un noyau dur qui se maintient parce que les gens sont installés. C'est assez diversifié en âge. On a même eu des jeunes qui n'étaient pas en âge de conduire, c'est les parents qui les amenaient tout le temps. Alors, en fait, ça c'est assez extraordinaire. Des gamins passionnés, ça c'est pas mal. Et puis autrement, qu'est-ce qu'on propose en dehors des réunions très chiantes le soir, une fois par mois, parfois très chiantes, parce qu'on essaie de les égayer un petit peu, et on traite les dossiers, on essaie d'avancer sur un certain nombre de sujets. On a quand même des sorties, donc des suivis d'espèces, on a des inventaires, et comme par exemple, là cet après-midi, là, je t'ai proposé de nous rejoindre, on a sensibilisé la commune de Bagnères à ce qu'étaient les atlas de la biodiversité communale, et la mairie de Bagnères a pris, on les a aidés à candidater, ils ont eu un financement de l'Office français de la biodiversité, et aujourd'hui ils sont lancés dans la rédaction d'un atlas de la biodiversité communale, pour lesquels on les accompagne, et notamment sur les aspects d'inventaire et de définition des enjeux, des enjeux de biodiversité sur le territoire. Et là, ça va être cet après-midi, c'est les thématiques batraciens reptiles. Après, on regarde un peu de tout, mais dans le cadre de l'Atlas, c'est surtout ce thème-là qui avait été retenu. Ça, c'est un exemple. On a organisé des conférences naturalistes une fois par mois. Là, on a fait un partenariat avec le CPIE, ça a ouvert au grand public.
Après, qu'est-ce qu'on a comme type de... on fait de l'animation, on tient des stands, on a des actions de représentation, donc on siège à la CNDPS, qui est la commission départementale des sites, on siège à la CDPNAF, enfin c'est plein de sigles et d'acronymes divers et variés, où à chaque fois on essaye d'apporter une expertise du point de vue de l'écologie au sens habitat, faune, flore et qu'est-ce qui est à prendre en compte et à considérer avant de se lancer dans des aménagements tous azimuts. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On sait des bonnes bouffes aussi, ça c'est pas mal. C'est important dans le milieu naturaliste, une bonne bouffe, une bonne bouteille. Ça resserre les Voilà, liens. c'est ça. Ah oui, il y a eu un projet hérisson aussi. Un projet hérisson qui a été porté par pas mal de bénévoles, notamment sur le secteur de la commune de Séméac, là, en périphérie de Tarbes. C'est un projet où on est allé démarcher des quartiers pour faire en sorte que les petites murettes et les clôtures qui séparent tous ces jardins alignés les uns les autres et qui cloisonnent les espaces et qui empêchent la petite faune de circuler, on leur a vendu des petits passages à hérissons. Donc il fallait faire des carottages dans les murs de ciment, il fallait faire des trous dans les grillages. Mais bon, les gens ont pris. Et donc il y a tout un quartier où maintenant la petite faune circule librement. Et ça, c'est très sympa. Et ça a bien marché. Et là, ça a impliqué les gens. C'était chouette. C'est chouette. Aujourd'hui, si on veut vous aider, mais qu'on n'est pas du tout naturaliste, comment on peut faire ? La première forme d'aide pour les associations, d'une manière générale, il y a deux choses. C'est les finances, parce que les politiques publiques font qu'aujourd'hui, elles soutiennent de moins en moins le milieu associatif, qui pourtant se substitue en plein de circonstances, justement, à l'action publique. Et donc, adhérer, tout simplement. Une adhésion à l'échelle de l'année, ça coûte pas cher, ça ouvre droit à un petit bulletin chez nous, en tout cas un petit bulletin trimestriel, qui apporte des informations sur les projets, sur le territoire, etc. Le soutien financier, c'est capital. Et puis, au-delà de ça, c'est contribuer, venir dire on est là, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire des choses. Donc, on a toujours de quoi faire, en fait. Ne serait-ce que pour rédiger des articles. Ceux qui ne sont pas compétents pour faire du suivi, aller crapahuter en montagne, mais qui savent rédiger, qui ont du plaisir à ça, déjà, ils font des articles, ils parlent de l'association. On peut aussi tenir un stand, et ça, on forme les gens à tenir des stands pour avoir l'occasion de discuter avec le grand public, faire des jeux avec les plus jeunes. C'est vrai que ce qu'on attend souvent, c'est une continuité dans le temps, parce que souvent on arrive à développer des choses dans la durée. Et puis tout simplement s'émerveiller en faisant une sortie et s'émerveiller de la nature et en parler en disant en fait ça, j'ai pas envie que ça disparaisse, quoi. J'ai pas envie que tout soit homogène. Quel est le prochain projet vraiment de grosse envergure que vous avez là aujourd'hui ? On a des projets également importants d'acquisition forestière sur des vieilles forêts de plaine, pour lesquelles, avec les propriétaires, on s'est entendu et pour faire en sorte que ce soit définitivement pérennisé, puisqu'il y a une pression importante sur la forêt aujourd'hui, avec le développement de tout un tas de la filière bois, et notamment pour le chauffage, entre autres. Et donc ça, c'est bien, hein, ce sont des énergies alternatives, durables, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et l'idée, c'est de ne pas aller couper des vieilles forêts, mais plutôt aller couper des forêts de production, comme l'ONF en soutien la plupart du temps auprès des communes. Au niveau des besoins autres que financiers, qu'est-ce que vous recherchez ? Ce qui est important, en fait, c'est que les gens se retrouvent autour de cette idée commune qui est, je dirais, l'étude et la protection de la nature. Et c'est les dynamiques, en fait, c'est les dynamiques locales. C'est vrai qu'au comité aux Pyrénéens, là, on a un vrai groupe constitué, actif, et je disais en proportion par rapport à la population du territoire, c'est un département qui est quand même très rural. Par rapport à Toulouse, en proportion, on a beaucoup plus de bénévoles très présents, très actifs, très naturalistes aussi. Ça, c'est précieux, et c'est cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on peut venir, et ce que je disais, c'était dans la continuité, c'est juste dire, je suis là, moi, ce que vous faites, ça m'intéresse, ne serait-ce que participer, c'est créer une émulation, et c'est donner envie à ceux qui sont vraiment les mains dans le cambouis, ils se disent, on est quand même nombreux, là, ça pousse, voilà. Alors que si il y a des périodes où on s'est retrouvé à 3, 4, 5, il y a quelques années, il y avait un creux de la vague, là, là, on est prêt à arrêter, quoi. Parce qu'on se dit, ne serait-ce que ça, viens une réunion du comité local, on regarde un petit peu les photos qui se sont faites, les échanges qu'il y a là, apporte une tarte, et puis on partage ça, et ça c'est pas mal. Okay.
Est-ce que tu aurais un message à faire passer, dire aux gens qui sont avec toi, aux bénévoles, ou aux gens qui ne sont pas encore bénévoles? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oh, le trou. C'est tellement. Je dirais, l'avenir, c'est aussi s'inscrire dans cette logique de le rêve que demain, dans toutes les politiques publiques, dans tous les projets d'aménagement, la nature est prise en compte et respectée, au moins respectée. Voilà. Où est-ce que toi, tu te vois dans 20 ans et comment tu vois l'assaut dans 20 ans? Alors moi, où je me vois dans moins de 20 ans, c'est être moins dans les dossiers, parce qu'il y a du relais, justement, parce que voilà, soutenir l'association, c'est aussi se plonger dans des dossiers, c'est travailler, et ça, c'est de l'énergie, c'est du temps, et donc je me vois bien être allégé sur cet aspect-là et être beaucoup plus dehors, à me faire plaisir, à observer. Parce que là, ça fait quelques années que j'ai l'impression que justement j'ai réduit ce temps à l'extérieur pour être plus dans les dossiers. Bon, c'est comme ça, c'est mon investissement, c'est ça aussi le militantisme. Mais voilà, donc dans quelques années, je me verrais bien être plus dehors. Et puis, qu'est-ce que je vois? C'est une association qui est riche de ses membres, qui a pignon sur rue, qui est écoutée, qui est respectée, qui est sollicitée pour, je dirais, accompagner les politiques publiques, qui est référente, ouais. Ouais, je crois qu'on l'a déjà un petit peu, mais ça, c'est pas moi de le dire, c'est aux acteurs du territoire. Mais effectivement, qu'elle ait plus de lisibilité encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Rodolphe. Avec plaisir, merci à toi. D'un point de vue strictement scientifique, l'effet papillon est une propriété fondamentale des systèmes dynamiques chaotiques, que l'on nomme la sensibilité aux conditions initiales. En clair, cela signifie que, au bout d'un temps fini, deux états initiaux infiniment proches évoluent vers des états radicalement différents. Selon Lorentz, le météorologue à l'origine de cette théorie mathématique, le système n'est pas dû au hasard, mais reste imprévisible au-delà d'un certain horizon temporel. Et c'est précisément ça que font les forces vives de nature en Occitanie. Ne rien laisser au hasard et agir à leur échelle pour que ce qu'on croyait perdu ne le soit pas, pour montrer que chaque action, aussi infime soit-elle, a le pouvoir de tout transformer, pour que la nature reprenne ses droits, un battement d'ailes de papillon après l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode du Serein. Partagez-le autant que vous pouvez. Papillon, colibri, au final peu importe comment vous l'appelez. L'essentiel est de se mettre en mouvement.